Alors là, je m'apprête à boire un Don Germain 2016. Donc le Don Germain n'a pas une vieille histoire, puisque le 2016 était le premier millésime. L'idée du Don Germain, c'était vraiment pour le petit clin d'œil à Don Germain. Dans l'idée, depuis le début, je voulais faire, c'était un gris avec un peu d'élevage. Donc partir sur un an d'élevage, donc souvent mettre en bouteille juste avant la vendange suivante. Et sur du fût, plutôt voilà, à partir de 4,5-20 pour avoir vraiment un tout petit boisé, vraiment léger, mais vraiment plus avoir le côté travail de l'élevage, quoi. Donc qui va plus jouer sur la rondeur, puisque les gris sont plutôt des vins qui vont être sur la vivacité. On est assez limité en sucre résiduel par rapport au cahier des charges de l'appellation, mais travaillant avec très peu de soufre et ne filtrant pas les vins, les sucres résiduels, c'est pas compatible. Et personnellement, je suis plutôt sur des vins secs, je bois quasiment que des vins secs. Donc l'idée, pour arrondir un peu ce côté frais des gris, c'était de partir sur de l'élevage plus long. Donc généralement, avec le temps, l'acidité va se fondre. Et du coup, ça permet justement, en plus de l'élevage, d'avoir la complexité qui est apportée par l'élevage, mais ça permet aussi de garder quand même la fraîcheur du vin. Donc essayer de trouver un équilibre là sur le côté fraîcheur et puis le côté aussi rondeur de l'élevage, quoi. Avec toujours une expérimentation quasiment tous les ans. Depuis le début où j'ai commencé, j'ai fait sur un hectare, j'avais fait 4 cuvées différentes. Enfin, c'est vraiment aussi d'essayer différentes choses à chaque fois, et puis tous les ans de changer un petit peu, de se dire ah tiens, puis selon aussi l'évolution de l'expérience, on va se dire ah non tiens ça je préfère ça comme ça, et après c'est différentes choses qui vont évoluer. Donc là sur ce Don Germain là, on était vraiment sur une grosse majorité de gamay. Donc là il a 1 an de bouteille celui-ci, et 1 an d'élevage, 1 an de bouteille, donc on sent déjà le gamay, il a vraiment un petit peu évolué. Donc on n'est pas sur, je fais par exemple un gris, le gris d'été, qui va être vraiment sur du fruit vraiment frais, avec de la fraîcheur. Là, on est sur autre chose, mais quelque chose d'un peu plus complexe déjà. Donc voilà, donc malgré ce millésime 2016 qui avait une acidité quand même assez marquée, on avait du rendement, on avait une vendange très tardive, parce que les derniers raisins, je les ai rentrés vraiment fin octobre dans le brouillard, au dernier moment. Après, c'était l'hiver. Donc malgré ça, on arrive quand même à avoir un vin qui garde quand même de la rondeur. Donc c'est vraiment voilà, un profil de gris un peu plus atypique, et qui justement en restauration pourra s'accommoder d'autres plats, peut-être même de fromage, de choses un peu qu'on ne mettra pas forcément sur un gris traditionnel plus frais. On peut le mettre sur tout ce qui va être plat d'hiver à base de fromage, hein, même une raclette, je veux dire ça passera dessus, sur fondu, sur des fromages en plateau, sur un poisson. Alors il y a un gros travail qui a été fait depuis le début de l'appellation sur le côté qualitatif, et surtout sur l'image du Côte de Toul en général, qui avait une image qui est restée négative pendant assez longtemps. Mais ça fait une dizaine d'années un peu que les mentalités changent sur le gris, justement on en parlait, avec des gros rendements sur du gamay et des saisons qui n'étaient pas du tout ce qu'elles sont aujourd'hui. Les vins sortaient très acides, et s'il y a beaucoup de militaires à Toul, et du coup le gris est connu quasiment dans toute la France, parce que beaucoup de gens sont venus faire leur service militaire ici. Donc la mauvaise réputation qu'il avait à l'époque de vin qui arrachait un peu, elle s'est aussi répandue. Mais malgré tout aujourd'hui, les seuls foyers des résistants justement qui a cette image un peu vieille du gris, c'est plutôt localement, et c'est plutôt sur des personnes qui ont un certain âge. Je dirais que les jeunes aujourd'hui qui ont la trentaine n'ont pas du tout d'a priori dessus, qui est justifié aussi par la qualité des vins aujourd'hui sur l'appellation, quoi. Et je pense que ça appartient plus au passé qu'autre chose, quoi. Il y a aussi une conjoncture qui fait que les gens s'intéressent à ce qui est fait localement, et d'avoir un vignoble à domicile, c'est quand même plus sympa. Même si c'est intéressant dans le vin, c'est justement de goûter à toutes les appellations. Mais les gens sont aussi un peu fiers des fois d'avoir aussi leur vin de leur région. Ça peut toujours faire un cadeau en plus à amener que tout le temps des Mirabelles, où ça fait découvrir par un autre biais la région, quoi.
Moi, je suis en AOC Côte de Toul, donc les gris que je fais sont en appellation. Après, voilà, il y a des vins qui n'y sont pas, il y a des vins qui y sont. Après, j'essaie de faire au maximum en appellation. Je pense que l'appellation en soi, bon, ça a ses avantages et ses inconvénients. On peut dire que c'est quelque chose qui regroupe les gens, donc je pense que c'est important, qui regroupe les vignerons. Après, faut pas que l'appellation soit trop interventionniste sur les pratiques de chacun, que ce soit en vigne ou en cave. Si on regarde le cahier des charges, il y a des choses dedans qui sont pas forcément agronomiquement intéressantes en termes de qualité même. Par exemple, nous, ça va peut-être en changer, c'est en cours, mais on a droit qu'à une baguette à la taille. On ne peut pas faire deux baguettes. Alors à l'heure où on est en train de voir que justement pour une question de flux de sève, c'est bien d'avoir de la sève qui part des deux côtés du pied, nous l'appellation nous oblige à faire qu'une baguette. Donc ce qui déséquilibre complètement les pieds. On a part de jouer voilà, avec une taille un peu différente. Ça n'a pas lieu d'être. Je pense que l'histoire de hauteur d'herbe dans les vignes, c'est pareil. C'est quelque chose qui fait sortir une vigne de l'appellation alors que c'est de l'herbe. Donc il y a 2-3 choses comme ça. Après, en cave, sur des vins finis, il y a toujours cette histoire de dégustation. Voilà, c'est juste que l'appellation, je pense, doit rester à sa place vraiment de défense des vignerons, de rassemblement, mais pas qu'elle soit trop intrusive dans tout ce qui va se faire autour. Et c'est vrai que quelqu'un comme moi qui vient plutôt du modèle du salariat, quand j'ai fait salarié pendant plus de 10 ans, quand on s'installe, généralement on s'installe aussi parce qu'on a envie de faire quelque chose soi-même. Si quelqu'un vient vous rechapeauter pour vous dire ce que vous devez faire dans votre métier à vous alors que vous êtes indépendant, il y a un moment ça coince aussi un peu. Et c'est ce côté rigide qui peut être problématique et qui de toute façon va être amené à bouger par lui-même. Puisqu'avec du réchauffement comme on a, avec des pratiques qui changent, le cadre trop rigide de l'appellation va de toute façon devoir bouger. L'objectif, c'est beaucoup de questions que je me pose sur la conduite en général de la vigne, de limiter au maximum les passages en tracteur et d'avoir justement une approche plus espace vert qu'agricole. En agriculture, on voit bien que les tracteurs sont de plus en plus gros, mais la terre, le sol, c'est toujours le même, et du coup, d'avoir plus cette finesse d'être dans les vignes à pied, avec peut-être des outils qui aident, mais d'être plus dans les vignes à pied que passer en tracteur tous les jours, et puis d'avoir un outil pour chaque truc, pour tout mécaniser. Moi, c'est pas l'objectif, et le fait d'être beaucoup dans les vignes à pied, ça permet aussi d'observer la vigne de très près et régulièrement. Et justement, sur des doses de cuivre réduites et des traitements réduits, de ne pas traiter systématiquement parce qu'on a peur de ceci ou cela, mais d'observer et de se dire, bah non, il n'y a pas de risque. Ou alors oui, bon, il y a 2-3 tâches, mais c'est pas... Et le fait d'être dedans, c'est vraiment là que justement, on peut apprendre à connaître la vigne, à voir comment elle réagit. Après, la réflexion, c'est aussi sur le fait que tracteur, ça consomme quand même pas mal de fuel. Et quand on voit ce qu'on met dedans, je me dis que c'est pas forcément non plus la bonne solution. Justement, il commence à se développer de plus en plus d'outils électriques. Je pense que ça peut être aussi une solution pour justement pas consommer des litres et des litres de fuel pour faire du vin qui au final restera quand même un produit plus de plaisir que de première nécessité. Donc pour avoir aussi une démarche cohérente sur l'ensemble, parce que c'est rien de faire du bio si on passe 15 fois en tracteur par jour, quoi. Après, il y aura toute la réflexion sur l'équilibre à avoir, sur le fait de ne pas planter tout en monoculture, sur le fait de laisser des arbres. Je pense qu'avec justement des étés comme on a eu là, parfois un arbre avec un peu d'ombre sur la vigne, ça lui fera peut-être plus de bien que de mal. Et il y a beaucoup d'études qui sont faites même en agroforesterie aujourd'hui. De toute manière, ici, notre chance, c'est qu'on n'a pas de monoculture, on a beaucoup de friches. Donc on n'a pas des ravageurs qui peuvent se développer comme sur une mer de vigne qui ferait 300 km². Et justement, c'est cette biodiversité qui fait qu'il y a un équilibre. Donc voilà, je pense que c'est cette réflexion à avoir, même justement sur un vignoble qui peut se développer. C'est de se dire, si j'ai une parcelle qui fait 1 hectare, je ne vais pas planter 1 hectare de vigne au mètre près, quoi. Je vais laisser des espaces, je vais laisser un peu d'air pousser. Voilà. C'est une réflexion plus pour l'avenir, mais ça va être un avenir assez proche à mon avis. Donc, et sur la durée de la vigne, qui est une plante au long cours, justement, si c'est un avenir assez proche, faut un peu l'anticiper, quoi, ouais. Sur l'avenir, c'est de rester à cette échelle de 5 hectares. Après,
pourquoi pas de partir sur peut-être un peu de no-tourisme, voilà, pour compléter un peu. Donc avec ma compagne, elle travaille plutôt dans le social, donc essayer de lier les deux. Donc accueillir des personnes ici sur l'exploitation, donc d'avoir vraiment un projet qui lierait un peu les deux métiers. Je pense qu'on peut toujours évoluer et dans la vinification et dans la pratique viticole. Donc un objectif, c'est de ne pas stagner sur une pratique et d'essayer justement de perfectionner tout le temps, de se remettre en question et puis voilà, d'avancer sur les pratiques. Après, moi, la taille me conviendra très bien. Même si je peux faire tout seul, ça ira, mais avec des saisonniers pour que voilà, ça aille beaucoup mieux. C'est quand même un métier où il faut s'adapter tous les ans au millésime. Et c'est d'être réactif par rapport à ça, quoi. Oui, et puis sur les vinifs, essayer peut-être encore plus sans souffle, voilà, pourquoi pas sur voilà, ce qu'on disait tout à l'heure. Ah bah super, chin.